Ok, donc je vous propose cette réflexion que nous avons déjà commencé il y a quelques séances sur la diversité des langues. Et nous avions vu que dans l'étude de Bauerman de 1996, en réalité, on met en relief qu'il existe une différence, une diversité linguistique dans l'expression de la contenance, du contact, du support et de la direction verticale et horizontale dans les langues du monde. Par exemple, nous avons vu qu'en anglais, pour exprimer la contenance, on utilise la préposition in, alors que pour toutes les autres situations, donc contact, support, mais aussi support vertical, horizontal, on se sert de la préposition on. En néerlandais, on avait vu que la distinction était beaucoup plus fine parce qu'on fait également une distinction entre, par exemple, la verticalité et l'horizontalité. La direction horizontale et verticale lorsqu'on localise un objet par rapport à un autre objet. Donc, par exemple, on avait vu que pour exprimer la verticalité, on utilise up, et pour exprimer l'horizontalité, le support, on utilise, la contenance, on utilise in, et an pour le contact, ok, mais en réalité que ça dépend de la position verticale ou horizontale de l'objet. On avait vu également que les Espagnols font beaucoup plus simple parce qu'ils utilisent uniquement la préposition n pour la contenance, le support, l'enveloppement, etc. Et alors qu'en français, on utilise des prépositions différentes. On utilise dans pour la contenance, on peut utiliser sur pour le contact, mais aussi au parce qu'on avait vu la bague au doigt, le tableau au mur, etc. Donc, si on reprend la notion d'espace en termes linguistiques, on peut dire que, en réalité, l'espace est un domaine qui a été largement étudié, pas seulement en linguistique, mais aussi auprès des philosophes, des chercheurs en physique, etc. Et que les conceptions de l'espace, par exemple philosophiques et physiques, ne coïncident pas et sont indépendantes des langues. Donc, en ce qui concerne l'espace accessible et encodé linguistiquement, il existe deux conceptions. L'espace qui a une existence presque indépendante des objets qu'il renferme. Et l'autre conception est l'espace comme un rien qui n'a pas raison d'être, qui n'a pas d'existence, en dehors des objets ou avec lesquels il entre en contact, il entre en relation. Donc en linguistique, on l'a déjà dit, l'espace est accessible dans des énoncés simples ou complexes, mais surtout dans des énoncés courants. Donc on a également mentionné tout à l'heure que l'espace perceptif normal comporte des unités plus petites qu'on peut nommer liées aux sous-espaces. C'est que la structure de ces sous-espaces se décompose en deux plans. On peut avoir une structure topologique simple ou une structure projective. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre ces deux dimensions? Alors, la structure topologique simple se met en place lorsque, disons, où les relations entre les sous-espaces sont étroitement liées aux relations entre les objets qui les délimitent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une structure topologique simple, par exemple lorsqu'on a une relation d'inclusion, totale ou partielle, de contact, de distance, de proximité. Donc si je dis par exemple le lait est dans le réfrigérateur, dans ce cas-là j'aurai une relation d'inclusion et une relation, donc une structure topologique simple. De même, si je dis l'enfant est assis à côté de moi, okay, donc il est à proximité, là on est dans le cadre d'une structure topologique simple. L'autre plan est représenté par la structure projective que je vous ai mentionné déjà tout à l'heure et que je vous ai dit qui relève les trois dimensions newtoniennes, donc horizontale, verticale et
horizontale et verticale. Donc c'est la structure qui est formée de 3 axes orthogonaux et d'un point zéro qu'on appelle aurico. Donc c'est horizontal, transversal et vertical. Et cette structure donc, donne lieu aux distinctions dessus-dessous, droite-gauche et devant-derrière. Alors, déjà, pour comprendre les relations spatiales et les dimensions conceptuelles de la localisation spatiale, il faut se poser des questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une relation spatiale? Mais déjà, il faut dire que pour qu'il y ait une relation spatiale, il faut forcément deux entités spatiales, une entité localisée et une entité localisatrice. Donc une entité qui doit être localisée et une entité qui représente, si vous voulez, le cadre de référence par rapport à l'autre entité. Un exemple, la lampe est au-dessus de la table. Donc nous avons une entité qui doit être localisée, la lampe, et la table représente l'autre entité qui, dans ce cas-là, a la fonction d'être le cadre de référence de la lampe. Donc il faut dire que pour les deux entités, donc cette entité localisatrice et cette entité localisée, il y a différentes terminologies dans la littérature qui ont été utilisées, mais toutes ces terminologies renvoient au même référent. Donc, par exemple, Talmy parle de figure pour l'entité à localiser et de fond pour l'entité qui est déjà localisée, qui représente donc le cadre de référence. Exemple, autour de la fontaine, il y a des oiseaux. Okay? Nous avons le cadre de référence, le fond ou le ground qui est la fontaine et la figure qui est représentée par les oiseaux. Bandeloise parle plutôt de la cible et du site. Okay, donc on a la cible dans ce cas-là qui correspond à la figure, la télécommande, et le site qui est le livre, qui est le cadre de référence. Langacker parle de trajectory pour la figure et landmark pour le fond. Klein, Carroll et Becker parlent de relatum pour l'objet de référence et de thème pour l'objet localisé. Okay? Donc le thème serait la figure et le relatum serait le fond. Donc en réalité, nous avons des terminologies différentes dans la littérature, mais toutes ces terminologies renvoient toujours à la notion de entité localisée et entité localisatrice. Donc, nous pouvons voir ce que Talmy entend par figure et ground, okay, parce que nous avons dit qu'il utilise les terminologies de figure et fond, figure et ground. Donc, il dit que la figure est une entité qui bouge ou conceptuellement capable de bouger, dont le site, dont la trajectoire et l'orientation est conçue comme une variable fondamentale, on peut dire. Alors que le ground, okay, c'est la référence, c'est l'entité de référence. Donc, ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cadre des références par rapport auquel on va localiser la figure. Donc, the ground is a reference entity, one that has a stationary setting. Okay, donc, le ground, normalement, par rapport à la figure, ne bouge pas. Et qui tient compte, bien entendu, with respect to which the figure, site, path or orientation is characterized. Donc, c'est par rapport qui, disons, with respect to which, par rapport à laquelle le site, auquel le site de la figure, la trajectoire de la figure ou l'orientation de la figure se caractérise. Alors ici, donc, pour reprendre un peu la nature asymétrique et symétrique des relations spatiales, d'après Talmy, en fait, il y a quand même des caractéristiques pour qu'on puisse dire qu'on est des deux entités, pour qu'on puisse parler de principe d'asymétrie et principe de symétrie. C'est-à-dire que les deux entités doivent avoir des caractéristiques asymétriques. Par exemple, dans le cadre d'une perception asymétrique, visuelle asymétrique, la figure possède des variables spatiales qui doivent être déterminées, tandis que le fond a des caractéristiques spatiales déjà connues.
Okay. La fontaine est au milieu des oiseaux. Est-ce qu'on dit ça ou on dit plutôt les oiseaux sont au milieu de la fontaine? La figure est plus mobile que le fond, qui est placé de façon plus pertinente. Pour cette raison, on aurait plutôt tendance à dire que le chat est à côté du radiateur et pas vraiment que le radiateur est à côté du chat. Donc la figure, le chat est plus mobile par rapport au radiateur. La figure doit être également plus petite que le fond, qui est plus massif, plus stable, voire dans la mémoire du locuteur. Okay. C'est pour cette raison qu'on dit plutôt que le livre est sur la table et pas que la table est au-dessous du livre. La figure doit être également plus saillante et le fond doit se trouver en arrière-plan. Quand on dit le garage est derrière la voiture, eh ben on dit plutôt la voiture est devant le garage. La figure doit être plus dépendante car située par rapport à notre objet, elle arrive à se définir seulement par rapport à celui-ci. Donc ça veut dire que la figure a quand même une relation de dépendance avec le fond. On peut également dire que la figure représente un peu l'information nouvelle, non? C'est l'information nouvelle quant à la position du thème et l'information ancienne quant à la position du relatant. Donc, on dit plutôt la table est au milieu du salon et pas le mur est derrière la table, le tableau par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire que Van der Waals parle de principe général du langage. La maison est derrière le banc, on dit plutôt que le banc est devant la maison. Pareil, le fauteuil est à droite de la cigarette, on dit plutôt que la cigarette est à droite du fauteuil. Okay, donc on place normalement l'objet plus petit en position de, dans la fonction de figure et l'objet qui est plus stable, plus massif dans la fonction de fond. Il y a quand même des exceptions hein, que je vous ai listées ici. Le poteau est près de la maison, c'est tout à fait correct, mais on peut dire également la maison est près du poteau. L'arrêt de bus est près de la maison, on peut dire également la maison est près de l'arrêt du bus. La bicyclette, qui est plus petite que la maison, la bicyclette est près de la maison. Mais est-ce qu'on dit la maison est près de la bicyclette? Okay, donc nous avons quand même des exceptions. Par rapport aux caractéristiques de figure et fond lorsqu'on est confronté au principe de asymétrie. Alors, donc, nous avons dit tout à l'heure que les sous-espaces donc, se situent sur deux plans et les deux plans ont soit une structure topologique simple, soit une structure projective qui relève des trois axes orthogonaux, donc horizontal, vertical, sagittal. Okay. Je vous ai dit que je vous ai mentionné également l'origo, c'est le point 0 de la localisation et j'attire votre attention sur ce schéma parce qu'il est très important pour comprendre la localisation sur les axes, sur les trois axes orthogonaux. Alors ici nous avons donc l'origo, c'est le point 0, le point de référence. Nous pouvons avoir donc une relation spatiale statique sur l'axe horizontal qu'on appelle aussi axe horizontal latéral qui est à gauche à droite. Okay, par exemple, si je dis le livre est à gauche du cahier, le cahier est à droite du livre. On peut avoir également une relation spatiale statique sur l'axe sagittal ou aussi ce qu'on appelle l'axe horizontal transversal, donc c'est devant derrière. Le banc se trouve devant la maison. Okay. Ou avec derrière, donc on peut créer une relation sur l'axe horizontal, transversal ou sagittal, et l'axe vertical qui relève du haut et bas, okay, donc dessus, dessous. Les relations projectives ont deux points de référence, l'origo et le fond. Okay, donc les deux, l'origo et le fond, le cadre de référence.
Alors, il existe donc deux types de relations en fonction de l'origo, donc de ce point zéro. Les relations de termes qu'on appelle intrinsèques, où l'origo, donc le point zéro, est celui de l'objet. À droite, à gauche, réfère à la droite et à la gauche de l'objet. Par exemple, à gauche de la dame, il y a un garçon. Donc ici, si vous voulez, il y a une coïncidence entre le fond et le origo et le point zéro, okay, parce qu'on a juste deux termes, la dame et le garçon. Okay, dans ce cas-là, on parle de relation à deux termes, de relation intrinsèque. Mais on peut également avoir une relation en trois termes, et donc ce qu'on appelle une relation déictique, où l'interprétation déictique relève de la perspective du locuteur et détermine des relations à trois termes, c'est-à-dire qu'on a le fond, la figure et le locuteur. Parce qu'il définit la position d'un objet par rapport à un autre en prenant comme origo lui-même. Ceci est le cas surtout quand on a visiblement la présence du locuteur dans une relation spatiale. Je vois que à droite de l'arbre, il y a des enfants qui jouent. Okay, nous avons un fond, oui, l'arbre. Nous avons une figure, les enfants qui jouent, mais nous avons aussi une troisième entité, cette fois-ci, qui est justement le locuteur. Je vois. Donc nous avons trois termes. Alors, si vous deviez décrire les relations spatiales entre le thème, ce petit homme-là, et le relatum, qui est cette fois-ci la maison, en fonction de la place qui est attribuée au point zéro. Donc au point zéro, vous le trouvez sur les flèches, 1, 2, 3, 4. On a en fait différents types de relations spatiales. On peut avoir une relation qui se fait sur l'axe horizontal, vertical, etc. Par exemple, donc en fonction de la place attribuée à l'origo, les expressions locatives décrivant cette configuration spatiale varient. Si on place l'origo sur la flèche numéro 1, on aura certainement l'homme est à gauche de la maison. Si l'origo est placé sur la flèche 2, on aura l'homme est devant la maison. Si on place l'origo sur la flèche 3, on aura l'homme est derrière la maison. Et sur la flèche 4, l'homme est à droite de la maison. On a en fait différents types de relations spatiales statiques qui se font toutes sur la relation projective, mais parfois on a une relation sur l'axe horizontal transversal, sur l'axe horizontal sagittal, etc. Donc disons que la configuration des expressions locatives peuvent varier en fonction de la place attribuée à l'origo. Alors, pour ces relations, sur l'axe latéral et sur l'axe sagittal, gauche, droite, devant, derrière, quelle est l'interprétation qu'on peut donner à ces types de relations? En réalité, ce sont des relations dont l'interprétation peut varier. La seule interprétation qui ne peut pas varier est celle qui relève de l'axe vertical, parce que toutes les entités ont une orientation verticale intrinsèque qui relève de la gravité terrestre. Donc le haut du locuteur sera forcément le haut des entités, alors que la droite par exemple, d'une entité peut être la gauche pour une autre entité. Pour l'axe vertical, il s'agit du seul axe qui ne peut pas avoir d'ambiguïté parce qu'il n'est pas ambigu, parce qu'il relève de la gravité terrestre. Alors, pour la prochaine séance, je vous invite à réfléchir sur la diapo 28, où vous avez en réalité différents types de relations spatiales et il faudra me dire la prochaine séance quel est le type de relation spatiale qui s'établit entre la figure et le fond de dans chaque phrase.
Et je vais terminer juste cette séance en vous présentant un peu les types d'expressions qu'on peut avoir pour exprimer les relations spatiales dans la dimension topologique, notamment la préposition à qui véhicule une information neutre, c'est une expression neutre. Pour l'inclusion, les prépositions dans, en, pour le contact et support, sur, pour le voisinage proximité, à côté d'eux, aux environs d'eux, aux alentours, près d'eux, etc. Donc la prochaine séance, nous allons corriger cet exercice que je vous invite à faire et nous allons aussi avancer un petit peu sur les locations projectives, la localisation projective relative aux axes en foncette.